à chaque fois que que j'ai pu intervenir sur la libération d'otages, j'ai jamais pris $1. Okay. Jamais. Okay. La symétrie, quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment, si je peux aider parce que j'ai un réseau, etc., je vais le faire, mais jusqu'à... Et ma dernière expérience date d'à peu près 1 an, je vais dire. C'était pour les gars de Wagner. Montrer où on est dans un... بحق الطوائف الأخرى ولكن نحن دخلنا مع هذه الطوائف لننعم بالسلام. Ce tube de 152 mm. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers auditeurs de notre chaîne YouTube, chers auditeurs de notre application, également chers lecteurs du magazine Omerta qui actuellement est en kiosque. Il vient d'arriver il y a 2 jours et donc il est consacré cette fois-ci au Congo, titré Congo, silence on tue. Grand reportage effectué l'été dernier et analyse de la situation en Afrique, dans la région des Grands Lacs, sur un magazine d'une centaine de pages. Donc, il est vraiment assez unique. Je vous le recommande. Je ne saurais que vous encourager à aller l'acheter. Disponible dans 5000 points de vente. Voilà pour les dernières informations sur Omerta. Aujourd'hui, nouveau format, nouvel entretien pour le format podcast Rétexte. Donc, un grand entretien pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler sécurité, on va parler Afrique, on va parler armée. Je reçois Rudy Artufel. Bonjour Rudy. Bonjour Régis. Voilà, alors lorsque je vous ai contacté pour cet entretien, vous m'avez dit que vous vous définissiez comme un asymétrique de la sécurité. Alors, peut-être commençons par le commencement. Ça démarre pour vous à la Légion étrangère. Racontez-nous. Non, en fait, avant la Légion étrangère, j'ai commencé par l'infanterie de marine, où j'ai fait un contrat de 6 ans au RICM, qui est le régiment le plus décoré de France. Et ensuite, j'ai basculé à la Légion étrangère, au 2e REI, CEA, section de reconnaissance, où j'ai fait 9 ans. D'accord. Ouais. Donc en tout 15 ans d'armée. C'est ça. Et pendant ces 15 ans d'armée, j'imagine que vous avez déjà tâté du théâtre africain, j'imagine. Bien sûr. Vous avez été en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, RCA, Djibouti, le Tchad plusieurs fois. C'est quoi votre expérience à cette époque de l'armée la plus marquante? Je dirais que à ce moment-là, à cette époque-là, la France avait une façon de combattre, de s'équiper, qui est complètement différente maintenant. Et on voit, par rapport aux différents conflits qui ont existé par la suite, et l'évolution des choses. À l'époque, c'était très, on va dire, ordinaire, en fait, les dispositifs en place. C'est-à-dire, on intervenait, on était les rois, personne nous disputait le terrain comme c'est maintenant? Je veux dire qu'à l'époque, il y avait seulement les Français, ou quasiment que les Français. Mais c'est pas pour ça qu'on faisait des choses qui n'étaient pas appropriées, je veux dire. Mais on était seuls sur le terrain, ça c'est vrai, oui. Qu'est-ce que vous avez participé au Tchad? Il y a eu plusieurs opérations, il y a eu des... Moi, j'étais essentiellement sur épervier, donc à Abéché. Okay. Et voilà. Et pour la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, c'est un peu plus tard, et on est plutôt du maintien d'ordre sur Abidjan, avec les gendarmes, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de protestations, etc. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand les gens ils disent que les militaires ne savent pas faire du maintien d'ordre, c'est faux. Il suffit d'aller à Saint-Assied et faire 3 semaines de formation, et on sait faire. On n'est pas forcément des spécialistes, mais imbriqués dans un dispositif, on sait faire. Donc aujourd'hui, quand vous entendez il faut envoyer l'armée dans les banlieues, l'armée peut rétablir l'ordre. Bien sûr. Oui. Ça, c'est certain. Oui, oui. Souvent, on dit c'est pas. Non, mais parce que les gens, ils ne connaissent pas, en fait. Oui. Voilà. D'accord. Alors, voilà, 15 ans d'armée. La vie après l'armée, pour vous, c'est quoi? Alors, pour moi, c'est l'émancipation, en réalité. Et j'appelle ça l'émancipation tactique. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée donne une base en tant que guerrier,
Vous voyez. Donc moi j'ai un processus un peu particulier, l'infanterie de marine qui est une très bonne base, la Légion. Et ensuite je vais me développer à l'international en tant que privé. D'accord. Donc tout ça c'est une progression en réalité. Tout de suite, vous avez l'idée, vous quittez l'armée, vous montez votre boîte, vous avez, j'imagine, des confrères ou des gens que vous avez connus, que vous appelez. Comment ça se passe? Comment on monte sa boîte dans la sécurité? Alors, j'ai pas monté Red Zone Security tout de suite. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que début 2003, 2004, il y a les premiers légionnaires qui vont partir en Irak. D'accord. Dans le privé. C'est l'époque de Blackwater, etc. Okay. Et Premier ils vont... SMP. Oui, voilà, exactement. Et donc, la Légion... Il y en a d'autres, hein. Il y a DynCorp, Triple Canopy... Bien sûr, ouais, mais ça, ouais. c'est tous les Américains, mais oui. il y a également les Britanniques, les Sudaf, etc. Il n'y a pas les Français. Mais les légionnaires vont bien s'adapter, en fait, au dispositif. Et vu que la Légion, on garde un lien important avec les gens qui partent, et on va avoir des camarades qui vont tomber... en mission en Irak en tant que privé, etc. Mais ça va en fait cultiver cet esprit un peu. Et donc moi je sais déjà à cette époque-là que lorsque je vais quitter en 2008, je vais rejoindre le secteur privé de la sûreté. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la première expérience de sécurité privée? Alors ma première expérience, je suis au Tchad et je travaille pour ExxonMobil et je gère en fait une société locale de garde où j'ai 1200 packs à gérer. D'accord. Par rapport à l'armée, les règles d'engagement du tir sont différentes? Comment ça se passe? Non, en réalité, pas du tout. C'est défense en fait. Parce que je me souviens que dans l'armée américaine, d'expérience avec l'armée américaine, ils se plaignaient des gars de Blackwater en disant non, eux ils tirent à vue et nous on a plus. En fait, on a une méthode complètement différente et ça nous gêne plus qu'autre chose. Parce qu'à un moment donné, en Irak, ils avaient établi des règles un peu spécifiques, comme quoi, notamment lors des déplacements des escortes, etc., il ne fallait pas des véhicules qui imbriquent le convoi, etc., sinon ils tiraient. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis les grands panneaux, etc., en fait. Ouais. Et voilà, donc après, le comportement des gens de Blackwater, etc., et ce qu'il y a pu avoir comme crime, c'est indépendant. Les gens, ils mettent ça, ils associent cela à du mercenariat, etc. Mais les gens de Blackwater qui ont fait ça, c'est des criminels. Ça n'a rien à voir avec ce que faisait Blackwater ou Eric Prince, en réalité. Et Eric Prince, d'ailleurs, n'a pas été inquiété. Oui, il n'a pas été jugé. Non, absolument pas. Il n'était pas responsable, bien sûr. Il y a quand même eu le procès de Blackwater. Ouais. Alors, ce qui est quand même intéressant par rapport à la France, c'est que vous intégrez une société de sécurité privée. Vous êtes au Tchad, vous travaillez pour ExxonMobil, donc une compagnie américaine. Et donc, à l'époque, c'est un peu tabou chez les Français, les sociétés militaires privées, parce que ça rappelle les mercenaires et ça rappelle Bob Denard, non? En fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a une vraie différence entre une société de sécurité privée et une société militaire privée, en réalité. Donc on peut très bien faire du consulting, etc. Moi, là, je rentre du Mali, j'étais au Mali. On va parler du Mali tout à l'heure. J'ai fait une évaluation de risque pour un client. Donc je vais sur site, je regarde les dispositifs en place et je fais du brainstorming. En fait, je me projette par rapport aux investissements de cette société pour le futur et les éléments sûreté à mettre en place pour eux dans le futur, en fait. Voilà. Et ça, c'est pas du mercenariat, par exemple. C'est complètement commercial. Faut bien. C'est intéressant de préciser la chose parce qu'on a l'impression que tout ça, finalement, c'est une grande mouvance, même si il peut y avoir du mercenariat aussi, des gens qui font de la sécurité privée qui d'un coup font des activités de mercenariat ou partent en Ukraine ou des choses comme ça. Bien sûr, le spectre est très large. Moi, j'ai pu travailler sur on va dire, du commercial vraiment corporate, et j'ai pu être engagé en Somalie, par exemple, il n'y a pas si longtemps. D'accord. Et là, c'est complètement... Mais c'est pas le même travail, en réalité. Vous pouvez nous raconter votre expérience en Somalie? Oui, je peux, oui. Oui, donc en Somalie, je travaillais pour Bancroft, qui est une organisation américaine. C'est pas une société, c'est un profil un peu différent. Ils sont là-bas depuis 2014, il me semble. Et donc, ils ont évolué en fonction du conflit, etc.
Et moi, j'ai passé l'année 2016-2017 là-bas avec eux. Ouais. C'était quoi la situation? Les Chebabs étaient omniprésents, vous aviez des affrontements réguliers? Parce qu'à un moment, la situation a été critique à Mogadiscio. Ouais, alors moi, je n'étais pas basé sur Mogadiscio, j'étais à Mahédé, donc bien, Johar et Mahédé, bien plus au nord. Et donc là, sur un programme spécifique, il y a différents programmes en fait. Il y a les Ougandais, moi j'étais avec les Burundais. Les casques bleus? Non, absolument pas. Ils sont Armée nationale? Ouais. D'accord. Et donc le but, c'est de les entraîner et de monter les opérations contre les Chebabs, en fait, dans notre secteur désigné. Est-ce que vous avez eu l'occasion en Somalie d'intervenir sur des problématiques de libération d'otages? En Somalie, non. Par contre, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais d'asymétrie. C'est un peu l'asymétrie, c'est dans mon profil à moi, c'est dans mon ADN en réalité. Je ne travaille pas seulement lorsque j'ai un travail, je travaille en permanence. Et parce que je mets le renseignement, pour moi, c'est la clé de tout en réalité. Et donc j'ai pu travailler sur la libération d'otages, mais plutôt au Sahel. Plutôt au Sahel qu'en Somalie. On va y revenir. Vous avez, Rudy, vous avez la nationalité australienne. J'imagine que ça doit vous aider pour vos activités, notamment avec l'ouverture sur le monde anglo-saxon. Alors ça m'a beaucoup aidé au début, évidemment. C'est toujours bien d'avoir un autre passeport que français. Et là, ça m'aide pour le Sahel, parce que vu que c'est très compliqué entre la France et les pays du Sahel, je peux partir avec mon passeport australien. Est-ce qu'on peut imaginer que vous accomplissiez des missions pour le bénéfice du gouvernement français? Ça vous est arrivé ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Depuis que la France, d'abord, comment vous voyez l'évolution du Sahel depuis que la France n'y est plus et qu'elle s'en est fait chasser pour votre activité? Alors, pour notre activité, c'est compliqué, comme je disais, et notamment pour les gens de mon secteur qui travaillaient habituellement dans des pays francophones. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile pour avoir des contrats, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué avec les gouvernements en place, quoi. Donc les sociétés ou les gens qui ont des contrats sur place vont plutôt prendre des anglophones ou d'autres nationalités qui parlent français, mais ils ne vont pas prendre des Français, ils ne prendront pas de passeport français, quoi. Et ça, c'est une tendance depuis quelques temps. Et donc quand vous voyagez au Mali, vous voyagez avec votre passeport australien? Oui. Ok. Comment ça se passe sur place avec les Russes, avec les Turcs, avec les Chinois? Alors sur place, ça se passe bien. Il faut savoir que par exemple au Mali, en peu de temps, là, en quelques années, on est passé de 7600 ressortissants expats à 4000 à peu près. Français? Non. Toute nationalité. Hein. Et sur les 4000, il y a beaucoup de binationaux. D'accord. Donc vous imaginez un peu... Ouais. Ouais. Donc après, voilà, il y a quand même une communauté sur place. C'est plus que ça a été, hein, il faut être honnête. Mais nous, entre spécialistes de la sûreté, voilà, on s'entend, on s'entraide, etc. On échange des informations. Et c'est très important en réalité. Ouais. Okay. Et comme ça, on suit l'évolution des choses, les différentes dynamiques, par exemple. Ok. Vous avez évoqué, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez intervenu sur des libérations d'otages au Sahel. Racontez-nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, comment vous travaillez et comment vous obtenez, et éventuellement nous donner quelques exemples? Ouais. Alors, le premier exemple que j'ai, en réalité, je ne travaillais pas sur une libération d'otages. Et quand je parle d'asymétrie et que je mets au cœur de mes activités le renseignement, je testais en fait mes sources et pour connaître un peu le contexte, etc. Notamment au Mali. Mais à l'époque, il y a encore Barkhane. Parce qu'on n'a pas parlé d'une chose aussi, c'est le fait que la fin de Barkhane a créé beaucoup un vide, évidemment. Donc je teste mes sources, etc. Et je tombe sur quelqu'un de vraiment qui me semble compétent. Et pour le coup, je lui ai dit, ok, mais je suis plutôt axé à ce moment-là sur HVT, en fait, High Value Target. Mais on va basculer sur les otages, etc. Et HVT, pour ceux qui nous écoutent, ah oui, pardon. High Value Target, c'est surtout de l'élimination
de personnes Al-Qaïda, Ouais, Daesh, à haute, IGS, ouais, JNIM, etc. haute valeur, ouais, D'accord. bien sûr. Ok. Et je suis plutôt axé là-dessus, mais on va basculer sur les otages en fait. D'accord. Parce que je vois que cette source-là, dans nos échanges, etc., je vois qu'il a la possibilité de faire quelque chose. C'est des choses qu'on ressent, ça. Est-ce que vous rencontrez vos interlocuteurs, vous allez les voir sur le terrain, Oui. où ça se passe, comment vous fonctionnez? Mais en fait, pour cette source-là, on va se voir sur Bamako. Il va m'expliquer exactement qui il est et pourquoi il a autant d'informations, sans doute pour me rassurer, je pense. Hein. Ouais. Et ensuite, il va se passer un truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la libération de 2 otages, 2 jeunes, un Italien et une Canadienne. Et je pense qu'il a initié en fait la libération. Et moi, Aux mains du JNIM. Ouais. Et moi, ils se sont retrouvés un jour au HQ à Gao, Nations Unies, il me semble, et ils se sont échappés en fait. D'accord. J'ai revu le reportage récemment. Okay. Et donc voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu le potentiel. Et je me suis dit, ok. Donc après, j'ai communiqué avec la France et les États-Unis, etc. Okay. En disant que j'avais du potentiel. Et à ce moment-là, c'est le Quai d'Orsay qui prend la suite, la non. cellule de crise? Non, en réalité, ça se fait très localement. La France, c'est un peu particulier parce que sur ce cas-là, enfin sur le Mali en général, pendant la période Barkhane, je ne suis pas vraiment très... Il y avait déjà tout été mis en place par la France? Pas forcément. La France était focalisée sur Barkhane. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Barkhane c'est énorme, hein, c'est 3500 packs, c'est 1 milliard de budget à l'année, à la fin hein, je crois, hein. C'est à peu près la facture. Il y a eu l'embuscade de Togo, oui. Où les 4 cils sont tombés, et ça va changer complètement la... Force spéciale américaine. Ouais, ouais. ils Là, vont tomber. On est au Niger, exactement. Mais ça va avoir de l'influence sur toute la région, parce que, et même je crois que le président Macron va faire une déclaration à ce moment-là, où il va dire que notre ennemi principal, c'est Daesh. Les 3 frontières, et ils vont frapper. Mais il y aura du bilan, hein. Ils ont fait une grande opération. Hein. Et je ne pense pas qu'à cette période-là, bien spécifique, les otages, ce n'est pas une priorité en réalité. C'est ce que je veux dire en fait. Ouais. Voilà. Il y avait eu, moi je me souviens à cette époque-là, le cas d'Olivier Dubois, le français correspondant de presse qui est resté 1 an et demi. 710 jours, hein, quelque chose comme ça. D'assez important. C'est vous, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, évidemment vous ne pouvez pas tout nous dire, mais à quel moment, quand vous initiez ces contacts-là, et quel est votre intérêt finalement? Parce qu'il y a un aspect business aussi. Non, alors moi... Pas du tout. Pas du tout. Et à chaque fois que j'ai pu intervenir sur la libération d'otages, j'ai jamais pris $1. Okay. Jamais. Okay. La symétrie, quoi. Ouais. Voilà. C'est vraiment, si je peux aider parce que j'ai un réseau, etc., je vais le faire, mais jusqu'à... Et ma dernière expérience date d'à peu près 1 an, je vais dire. C'était pour les gars de Wagner. Donc Wagner, ils se font taper au Nord Mali, une grosse embuscade. Et d'ailleurs, ça a été confirmé. Je ne sais pas si vous avez écouté le porte-parole de FLA. Il dit clairement qu'il a encore 2 otages. Mais bon, j'ai travaillé sur le sujet, bien sûr. Et donc vous, Français, vous avez votre boîte de sécu et vous pouvez intervenir sur des otages russes. Alors j'ai plus ma boîte parce que Red Zone Security, je l'ai eu de 2015 à 2020, mais en tant que personne, je peux toujours intervenir. D'accord. Et donc là, vous êtes intervenu pour tenter de libérer 2 personnes de Wagner. À la demande des gens de Wagner. D'accord, ok. Et alors, c'est intéressant parce qu'on n'imagine pas tout à fait une collaboration entre un franco-australien et on va dire une milice privée russe avec une réputation quand même assez... Mais après, ça a pu être une initiative
personnel de Bien sûr. certaines personnes de chez Wagner. Ouais. Je ne dis pas que c'est la maison mère de Wagner qui m'a contacté, je ne sais pas ce que je D'accord. dis. Ok. Mais il y a des gens de Wagner qui m'ont contacté, ça c'est sûr. Alors, vous qui avez... D'abord, parlons un peu de la situation au Mali actuellement. Le JNIM est en position de force Oui. dans beaucoup d'endroits. Comment vous avez vu le Mali puisque vous en revenez? Et est-ce que les Russes s'en sont fait chasser? Comment c'est parce que bon, ils ont essayé de remplacer les Français et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès, c'est pas ça. Déjà, que ce soit Wagner et maintenant le Africa Corps. Africa Corp, donc il y a beaucoup de gens de Wagner qui ont transféré chez Africa Corp. Ils ne sont pas sur la même monture non plus, ils sont plus sur du mentoring, donc ils sont imbriqués dans les forces, alors que Barkhane était autonome. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc ils sont plutôt concentrés sur le nord. Et ils font leur mission. C'est un peu un Bancroft, c'est un Bancroft à la malienne. Vous avez fait en Somalie, quoi. Bien sûr, c'est la même chose en fait. D'accord. Voilà, avec leurs défauts et qualités. Je ne suis pas là pour critiquer ça. Et donc, après le Mali, bon, moi je ne suis pas monté dans le nord, je suis sur Bamako et je suis allé plutôt vers le sud et la frontière Guinée, etc. Et c'est vrai que le JNIM met une grosse pression sur Bamako en réalité, et on le voit très bien depuis quelques semaines là. Notamment pour tout ce qui est route de ravitaillement, dépôt d'essence, et les citernes, parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, etc. Ils sont en train de couper notamment tout ce qui est ravitaillement de par le Sénégal. Et donc, voilà, donc ils essayent d'asphyxier en fait Bamako, et donc ça a un impact sur la population. D'accord. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu en discuter avec plusieurs experts. Et il y a beaucoup de gens qui se demandaient le scénario à l'Afghan, etc., et que c'est possible. Mais on voit très bien que le JNIM, ils sont sur le temps long, en fait. Ils ont le temps. C'est eux qui imposent le tempo. Donc ça, c'est intéressant. Donc ils font scénario à l'Afghan, ils font comme les talibans, jusqu'à ce que la chose, c'est-à-dire la ville, tombe comme un fruit mûr, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais en plus, si on suit vraiment ce qui se passe avec le FLA, et c'est pour ça que la déclaration de leur porte-parole est très intéressante, parce que lui, il dit « Nous, on veut l'Azawad ». Donc, on coupe le nord. Le JNIM, ils ont une notion d'expansion. Donc, en fait, ça s'imbrique, et c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Bamako dans ce contexte-là, en fait? C'est la problématique du Mali, elle prédate à tous ces groupes, elle est toujours la même. Le rapport du Sud et du Nord. C'est ça, bien sûr. Voilà, et le fait qu'il n'y a pas d'unité, et qu'on est face à un État qui a été construit par on va dire, une géographie postcoloniale, quoi. Bien sûr, c'est ça, Et qui n'a pas vraiment d'identité propre. Et donc là, c'est vrai que j'ai senti... Alors, bon, j'y étais il y a 6 semaines. C'était à peu près cohérent, mais par contre, là, les informations qui nous viennent, etc., donc, parce qu'on reçoit tous les rapports d'incidents, etc., c'est vrai qu'il y a quand même un changement, et on voit que le JNIM met la pression sur Bamako, certainement. Alors, pendant longtemps, le JNIM, c'était quand même surtout le nord, le centre, en gros de Mopti jusqu'à Kidal, quoi. Et toute cette zone-là. Il y avait également la Katiba Massina, qui était des Peuls, mais il y avait aussi le IGS. Et le IGS s'est battu contre le JNIM. Il y a eu des accrochages. Et c'était très sectorisé. Et puis, ethniquement, on va dire, le IGS c'était plutôt les Peuls, le JNIM plutôt les Touaregs. Est-ce qu'il y a une unité des mouvements djihadistes contre Bamako aujourd'hui qui s'est faite? Quid de l'Azawad, quid de... À ma connaissance, non. Et là, je pense que... Alors, je ne suis pas un expert du sujet, mais par contre, j'ai pu observer le sujet, notamment lorsqu'il y avait Barkhane. Et c'est vrai qu'à l'époque, et justement, j'en parlais juste avant, par rapport aux 3 frontières, etc., et la déclaration du président, et des Américains qui sont tombés, il y avait une vraie dynamique à cette époque de l'État islamique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des gros affrontements entre le JNIM et l'État islamique, en réalité. Et c'est clairement le JNIM qui a pris le dessus. D'accord. Voilà. Et actuellement, on entend
plus parler de... l'OIG. Même si on sait très bien qu'ils sont là, etc. Oui. Mais je serais incapable de dire ce qu'ils font actuellement, quoi. Ouais. Et je ne pense pas qu'il y ait des combats actuellement entre le djihad et l'État islamique. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a le FLA, donc ils sont très minoritaires sur le terrain à ce stade. Et vous voyez potentiellement le JNIM conquérir le pouvoir à Bamako? Je ne sais pas, il faudrait quand même une personnalité assez particulière qui puisse rassembler quand même un maximum de... Ouais, ils ont quand même Iyad Ghali, qui est quand même le chef historique, qui est... Ouais, l'IAD, oui, c'est le patron du gym, évidemment. Et Iyad, vous le voyez à New York comme Jolani dans quelques années, quelque part. Ça c'est assez... J'avais pas pensé à celle-là. Non, mais puisque finalement, les anciens combattants, quand ils... voilà, Je sais pas si... nos anciens ennemis ont... Je sais pas si l'IAD est progressiste Ouais. à ce point-là. Ouais. Ah oui, moi aussi, je peux être taquin. Et Jolani n'était pas très progressiste, attendez. Mais il est devenu, hein, ouais. 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 Apparemment. Vous le voyez avec un costard, une barbe coupée. Je sais pas, mais... Ouais. Ouais, Non, à l'hypothèse non, mais ça d'une peut chute interpeller. du régime de Bamako était envisageable, en tout cas. Moi, je le pense. Moi, je suis arrivé, quand je suis arrivé là-bas, j'avais un peu cette idée en tête. Mon network sur place, ils m'ont dit non, tu exagères un peu. Bah, je vois que 6 semaines après, ça a changé aussi. Donc, il faut s'adapter. Voilà. Ouais. Et, on n'a pas forcément tous les... On n'a pas forcément tous les éléments pour synthétiser tout ça, etc. On fait avec ce qu'on a, quoi. Hein. Très bien. Alors, dernière question, puisque le temps file. Il y a 3 ans, je crois, vous avez lancé Shango. Alors, qui aujourd'hui, au départ, c'était un groupe WhatsApp. Hein, et puis, ça a évolué en application mobile. Alors, je la cite, hein, une application mobile destinée aux professionnels de la géopolitique. Alors, vous parlez des analystes, consultants, journalistes ou les passionnés des enjeux mondiaux. Et donc, vous proposez cette plateforme. Comment vous avez eu l'idée et racontez-nous un petit peu. Alors, je vais raconter l'histoire de Shango parce que forcément... Qu'est-ce que ça veut dire, Shango? Shango, en fait, c'est une déesse de la guerre en Afrique. D'accord. Et au lieu d'avoir un nom, sécurité, sûreté, Oui. etc., je trouvais que c'était Ouais. plus approprié. Et, Les Français avaient dit Takuba, qui voulait dire sabre. oui, voilà, par exemple, ouais, c'est un peu voilà. la même démarche. Et donc Shango, en fait, moi je passe 3 ans en gros au Sahel, vraiment à travailler beaucoup. Et comme je fais de la symétrique, les otages, etc., HVT, et au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Il y a le Covid qui arrive. Et je pars en Nouvelle-Calédonie. Là, tu me regardes, rien à voir. Non, je pars en Nouvelle-Calédonie, je fais un break et je Toujours reviens. sur des problématiques sécuritaires. Oui, je suis sur le nickel là-bas. Ok. Et ensuite, quand je reviens, on a tout perdu. Et je me dis, c'est quand même dommage. On a, avec Barkhane, Serval, Un réseau. tous les réseaux, Ouais. on va tout perdre. Et je me dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc, je crée Shango sur WhatsApp, un groupe ouvert, où en fait, je vais mettre 100 contacts, 120 contacts de confiance, avec qui j'ai travaillé, etc., pour créer un réseau et pour justement garder un peu cette fibre française, on va dire. Et donc, ça va prendre une ampleur assez exceptionnelle, on va dire. On va partir de 100, on va finir à 600. Ah oui, d'accord. Et alors, ça peut paraître peu, mais c'est 600 professionnels. Et voilà, donc je vais cultiver ça. Au début, l'idée, c'est la perte de l'influence de la France en Afrique. Et après, on va être pris par le conflit en Ukraine, le Proche-Orient, etc. Et en plus, on va avoir des conflits sur le roue parce qu'il y a des gens qui sont... Modérer. Hein? Il faut modérer. C'est difficile. Ouais. Et voilà, c'est aussi un peu pour ça que j'ai arrêté un peu ce format-là, parce que les gens me contactaient en permanence, donc j'avais mon téléphone en mode popcorn. Ouais. Et ça va un moment, mais après... Ouais. Et donc j'ai créé l'application qui est payante, hein, Bien pour sûr. le coup, Ouais. et où on se retrouve entre nous, on crée notre réseau, etc. Et je pense que c'est un peu plus adapté. Voilà. Ouais. C'est Alors, ce qui est intéressant, il faut le dire à nos auditeurs, parce qu'on a beaucoup d'anciens militaires, on a beaucoup de monde du renseignement, on a un peu toute cette nébuleuse, on va dire, assez vaste, que chez vous, vous allez dans un pays, vous ouvrez un business dans un pays, par exemple,
je sais pas, par exemple, on va mettre Shango, Nigeria, et là, on met un message et on tombe sur des experts qui peuvent vous renseigner. C'est ça Bien sûr. Voilà. Mais l'idée de Shango, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que quand on avait Et ensuite, on passe en one-on-one, quoi. Ouais, C'est exactement. ça. Et quand il y a eu Shango initialement, on avait des gens de l'Australie au Sénégal, quoi. C'était incroyable. Et moi, souvent, j'étais sollicité. On me demandait, bon, quel est le point de situation en RCA? J'avais 20 gars en RCA, quoi. Ouais. Et j'envoyais le même message et j'avais un rapport tout fait. C'était incroyable. D'accord. Voilà. Et donc, on a gardé cette dynamique-là, quoi. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à 600 experts. Alors, ça, c'est la base. Ouais. Et après, sur Shango, actuellement, monétisé, on est beaucoup moins. Mais il y a, voilà, c'est de la qualité, les échanges sont un peu différents, on va dire. Bon, bah écoutez, on souhaite longue vie à Shango. Merci beaucoup. Rudy Artufel, merci infiniment d'être venu chez Omerta pour nous donner une petite idée de ce monde. Nous, on traite beaucoup de problématiques internationales et j'imagine que peut-être vous avez développé aussi l'Ukraine, ou j'en sais rien si vous êtes allé à l'Est aussi, mais j'ai vu, enfin moi j'ai suivi Shango depuis l'appli sur WhatsApp et c'est vrai que c'est toujours, parfois on tombe sur des discussions absolument incroyables et des choses pour les journalistes. De gens qui parlent vrai, qui racontent les choses. C'est ça, ils sont vraiment investis. Hein, ils sont dedans, qui vivent dans le pays. On n'est pas sur du baratin de plateau de télé de certaines chaînes d'information que je ne citerai pas. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais merci beaucoup, Rudy. Merci à très bientôt. Vous. Merci. Quant à vous, j'espère que ce podcast Retext, cette nouvelle édition du podcast vous a plu et puis que vous reviendrez la prochaine fois, toujours aussi nombreux. Je le souhaite. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. À bientôt.